Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui sur ce match monumental entre les deux meilleures nations mondiales qui ont fait honneur à leur statut. Première défaite des Bleus depuis juillet 2021, face à des Irlandais qui, on va le voir, étaient plus complets en maîtrise de leur rugby. Au sommaire, on parlera de la physionomie exceptionnelle de cette rencontre, on analysera des jeux offensifs assez proches mais plus étoffés côté irlandais, on fera un zoom sur les grosses lacunes de chacune des deux équipes et comment elles ont été compensées, et je finirai par parler du jeu au pied. Avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains contenus. Un petit commentaire en dessous de cette vidéo aide beaucoup sa diffusion au plus grand nombre par l'algorithme de YouTube. Le temps de jeu effectif de ce match est tout bonnement stratosphérique, et 33% supérieur à celui du match contre l'Italie. Près de la moitié des séquences de jeu a dépassé la minute. Un peu plus d'une minute, c'est justement la durée moyenne d'une phase de jeu sur cette rencontre. Les raisons à cela sont nombreuses, mais viennent principalement des choix irlandais. Contrairement aux Italiens la semaine dernière, le 15 du trèfle a opté pour des renvois hauts et courts en dehors des 22 mètres adverses, à la fois pour mettre la pression sur l'adversaire, mais aussi pour les obliger à se dégager au pied sans pouvoir trouver directement la touche. Dans le registre inverse, les Irlandais n'ont pas cherché les touches directes sur les renvois tricolores. Murray préférait taper loin, souvent au niveau des 40 mètres français, pour les pousser à jouer dans le désordre et faire courir les avants bleus. Ça et 3 pénalités sur 4 concédées en première mi-temps par les Irlandais qui étaient tentables par Ramos expliquent que les Français ont bénéficié de leur première touche seulement à la 28e. Très peu d'en avant et la volonté des deux équipes d'exploiter tous les ballons de récupération ont permis aussi un faible nombre de mêlées, phase de jeu chronophage et cassant le rythme. De manière plus surprenante, les Français ont également tout fait pour éviter de casser le rythme. Les deux fois où les Irlandais ont tapé les renvois dans les 22 mètres bleus, on a quitté cette zone avant de taper au pied. La 61e notamment, Jolon capte le ballon dans les 22 mètres et charge, quitte à franchir la ligne des 22. La touche directe n'est donc plus trouvable. Plus étonnant encore, alors qu'on était asphyxié physiquement en fin de rencontre, Dupont n'a pas cherché la touche directe après cette touche dans les 22 mètres. Cela aurait pourtant permis aux Bleus de souffler et de retrouver de la lucidité. La punition est arrivée dans la foulée, avec 19 phases de jeu irlandaises et l'essai du bonus inscrit après cette super passe de Doris pour Ringrose et le gros raté défensif de Jalibert. Les Bleus sont rentrés dans le jeu des Irlandais et ça nous a épuisés logiquement, alors qu'on compte de gros porteurs peu endurants dans l'équipe. Les sorties très précoces de Willemse et Aldrit, ainsi qu'Antonio, malgré ses 10 minutes de frigo pour carton jaune, ont confirmé que le rugby total n'est pas fait pour cette équipe de France, et convient mieux aux Irlandais. Le constat est intéressant, les deux équipes ont joué leur ballon de la même façon, avec relativement peu de pieds et beaucoup de passes et de charges. Ces stats se retrouvent sur le terrain, avec Irlandais et Français ayant beaucoup défié la ligne d'avantage et baladé le ballon sur toute la largeur. Dès la première minute, on en a eu la démonstration, avec cette séquence de 2 minutes après la réception de Ramos. 15 charges au total, dont au moins une pour chaque joueur du pack, du défi au près, du jeu petit côté et pas mal de changements de zone d'impact. On cherche à fatiguer la défense adverse et à les tirer. Sans succès, mais la pénalité est au bout et ça fera 3 points pour les tricolores. C'était la partie défi physique des deux attaques. Pour le reste, beaucoup de choses se sont jouées dans la recherche rapide des extérieurs par des lancements de jeu préparés. Le principe est simple, il s'agit de mettre les deux ailiers et l'arrière dans la ligne d'attaque pour créer du surnombre, car un des ailiers adverses et l'arrière doivent couvrir un éventuel jeu au pied en fond de terrain. Ici à la 42e, ce sont Dumortier petit côté et Ramos grand côté qui sont en couverture. En quelques secondes, les Irlandais ont balayé toute la largeur, et malgré la défense glissée, on perd beaucoup de terrain. La facilité des Irlandais pour trouver les extérieurs s'est confirmée sur cette action de la 29e. En 2 leurres et une passe, les Bleus sont fixés. La montée défensive est timide, coup est lobé par cette belle sautée, et ce sont encore de nombreux mètres perdus par les Français. Même sur du jeu en désordre, le 15 du trèfle a trouvé très rapidement les espaces extérieurs, ici à la 28e. Un simple pivot, le ballon écarté, et c'est la percée de Sexton, et 70 mètres de reculé après le relais de Doris. Les Bleus ont vraiment eu du mal à lire l'attaque irlandaise, tant elle est imprévisible. À la 5e, relance irlandaise et charge. Ça part ensuite très vite extérieur. 2 avant en leurre, Sexton décalé loin de son numéro 9. Belle redoublée avec Ringrose, un leurre de McCloskey, 2 ailiers en bout de ligne pour faire le surnombre, et l'eau est vite servie en bord de touche. Penaud glisse bien, mais le pied de l'eau met inévitablement Ramos en difficulté et fait reculer les Bleus de 40 mètres. À la 20e, combinaison différente et résultat encore plus positif. Une charge frontale irlandaise et on écarte encore très vite, avec 3 fois le duo 1 leurre extérieur, une passe. Les Bleus sont fixés au milieu du terrain, ni Tamac ni Penaud ne coupent les extérieurs et ils ne se parlent pas en défense. Conséquence, l'eau a un bel espace et va scorer malgré le retour éclair de Penaud. Certes, l'essai n'aurait pas dû être accordé, mais cette action traduit bien les difficultés françaises et le jeu léché et fluide des Irlandais. Le constat est d'autant plus dur que les Bleus n'ont pas affiché la même maîtrise dans ce registre. La 12e minute résume bien les soucis tricolores. Dans le désordre, Dumortier récupère le ballon et on cherche l'extérieur.
À l'image de ce leurre ultra timide d'Antonio, ça fixe pas assez, et les Irlandais peuvent facilement glisser. Un peu plus tard, après une charge de bail, Ramos, en position de 10, écarte bien pour Ficou, et il y a de l'espace à l'extérieur. Ficou attend trop pour servir Moefana, qui est pris par la défense irlandaise, et ne peut pas alors servir du mortier pourtant bien démarqué. Dans la foulée, on part sur une combinaison classique, avec un avant servi, ici flamand. Aldrit en leurre intérieur, Marchand en leurre extérieur, et Tamac derrière. Les Bleus ont joué ce lancement plusieurs fois sous l'ère Galtier. Là encore, le leurre de Villemc est stérile et bail est pris. Pas moyen d'exploiter les extérieurs chez les tricolores. Au-delà de ça, on a ici l'illustration d'un jeu français trop prévisible et n'attaquant notamment pas assez l'intérieur, où il y avait des solutions. La preuve à la 61e avec ce rare retour intérieur pour Macalou, qui fixe tellement les Irlandais que Ramos est dans un fauteuil pour le drop. Hélas, on a trop rarement vu cela chez les Bleus. Hormis sur cette petite inspiration individuelle de Dupont, après ce super offload de Taofi Fenoua. En face, en revanche, le danger pouvait venir de partout. Sur l'extérieur on l'a vu, mais aussi à l'intérieur. Sur cette action de la 24e, Antonio se replace mollement, une habitude pour lui en ce début de tournoi. Et les bords de ruck sont ainsi vulnérables. Sexton en profite. Mais le symbole de l'adaptation et du jeu irlandais complet, c'est ce mouvement superbe à la 8e. Les Irlandais relancent, Antonio se rate au plaquage, pas Marchand. Encore une fois, Antonio traîne la patte pour se relever et se replacer. Le 15 du trèfle lance la combinaison imparable. Le talonneur est en leurre extérieur pour fixer Jolon, et on a Ringrose qui arrive en croisée sur Ficou. Grand côté, on a aussi de l'activité, avec Sexton pleine course, qui fixe les avants à gauche du ruck. Le pilier droit feinte la redoubler avec Murray, ce qui fixe Villemc. L'arrière Keenan arrive plein fer entre le ruck et Villemc, là où Antonio aurait dû se replacer. Keenan perce. Tamac et Ramos couvrent bien, mais l'autre astuce de cette combinaison irlandaise, c'est que les leurres précédents, Sexton et Ringrose, se transforment ensuite en soutien offensif. C'est un 3 contre 2 indéfendable, et Keenan marque ce magnifique essai, symbole de la supériorité offensive des Irlandais. Pas facile de trouver des lacunes dans le jeu irlandais, mais j'en ai noté une, les plaquages. Le 15 du trèfle affiche des stats assez médiocres et inhabituelles dans ce registre, avec 38 plaquages manqués, et plus d'un plaquage sur 5 raté. L'explication réside pour moi dans les chandelles irlandaises pas aussi efficaces qu'à l'accoutumée. Celle de l'eau à la 23e est par exemple bien réceptionnée par Ramos, qui peut faire un bon offload pour Tamac. Dans le désordre, avec de bons ballons de relance donnés aux Bleus, les Irlandais ont subi des individualités françaises, comme ici Dupont, qui casse 3 plaquages à lui tout seul. Les réceptions de chandelles étaient à l'avantage des Français, à la 15e, avec encore un plaquage cassé par Dupont dans la foulée, ou bien à la 16e. Pourtant, l'Irlande a insisté dans ce secteur en première mi-temps, avec Hansen à la 16e. Tamac est à la récupération. Les passes sont approximatives, mais les Français brillent dans ce jeu désordonné. Penaud récupère, super retour intérieur, un relais monstrueux de Jolon, qui redonne magnifiquement à Penaud, pour un essai de 80 mètres et 6 plaquages irlandais manqués rien que sur cette action. Inutile de préciser qu'on n'a plus vu de chandelle ou de par-dessus irlandais en seconde période. Côté français, on a pêché sur plusieurs registres, mais le principal reste le surjeu permanent, avec 2 fois plus de offload que pour les Irlandais, et malheureusement plus de turnovers concédés également, et qui ont fait très mal. Le offload très compliqué de Dupont pour Villemc à la 13e n'a pas eu de conséquences, car les Bleus ont obtenu une pénalité dans la foulée. On ne peut pas en dire autant des autres turnovers. À la 23e, Aldrit dégueule le ballon en sortie de ruck au niveau des 50 mètres, ce qui permet aux Irlandais de retrouver nos 22 mètres. 1 minute plus tard, Antonio prendra un jaune sur ce plaquage qui méritait rouge, car le contact de l'épaule se fait au-dessus des épaules de l'adversaire, qu'il y a de la force, et qu'Antonio avait largement le temps de se baisser pour plaquer Ihring. En infériorité numérique, on craquera 1 minute plus tard sur l'essai de Porter, la seule fois où les Irlandais ont marqué, suite à une séquence de pilonnage près de notre en but. À la 28e, l'incompréhension Dupont-Aldrit dans les 22 Irlandais offre un ballon de relance génial au 15 du trèfle, qui gagnera 70 mètres sur le coup. À la 36e, Tamac attaque bien l'intervalle sur une relance. Mais sa passe impossible est interceptée facilement par Hansen, et c'est 45 mètres de perdu, et le danger ramené à 5 mètres de notre en but. En suivant, la précipitation et la perte de lucidité suite à cette touche à 5 mètres amène l'en avant de Jolon surpris, et ça coûtera 3 points avant la pause. On peut ajouter à cela le jeu au pied contré de Ramos juste après l'essai de Penaud, et qui amènera un nouvel essai irlandais. Soit en tout 15 points encaissés sur des pertes de balles, la moitié des points irlandais. Notre grosse lacune française était physique. À l'image de cette pénalité manquée de peu par Ramos à la 44e, les Bleus étaient un peu courts. On l'a vu notamment sur les soutiens offensifs. À la 22e, Villemc est en repli et arrive tardivement en soutien de la relance de Ramos. Pénalité contre l'arrière français.
C'était pire encore à la 35e, suite à un lancement portant à partir d'une touche, et 10 mètres d'avancée sur le ballon porté. Tabax et Rolivon, et les deux soutiens Aldrit et Marchand sont trop mous. Le ballon est perdu. Enfin, il faudra régler la question de la doublure de Dupont, stratosphérique mais pas inépuisable. Sa fin de match a été très compliquée. Il rate ce jeu au pied pour Penaud, alors que c'est une action d'essai. 30 secondes plus tard, il peine à se replacer, et il n'y a personne pour sortir le ballon de ce ruck. 2 minutes plus tard, son jeu au pied est contré devant l'embut français. En 3 minutes, 3 erreurs. Sur le banc, on a Couillou, certes pas aussi bon que Dupont, mais très puncher. Il aurait pu amener de l'énergie supplémentaire en fin de match. On est la seule nation du tournoi à faire jouer notre 9 titulaire pendant 80 minutes, et c'est pas normal. La Dupont-dépendance pourrait être un problème si le joueur venait à se blesser. Malgré tous ces bémols, les Bleus ont été dans le coup pendant 70 minutes, avec 6 points d'écart au maximum durant cette période, exception faite de 2 minutes avec 9 points d'écart. Ils le doivent à une énorme défense près de leur embut. Bien sûr, on retiendra l'intervention accrocheuse et cruciale du désormais judoka Dupont, mais ce n'est pas la seule. À la 7e, après 1 minute 9 de pilonnage irlandais près de l'embut français, Baye parvient à empêcher Porter d'aplatir. Et la France n'a pas concédé de pénalité. C'est à signaler, les Bleus n'ont été pénalisés que 3 fois en position défensive. Le réalisme irlandais fait qu'ils ont scoré 13 points sur ces 3 pénalités, mais ça aurait pu être pire. À la 39e, c'est encore Baye qui récupère un Irlandais, en l'occurrence Murray, qui commet un en avant dans l'embut, après une action de 57 secondes. Il en faudra 54 aux Irlandais à la 58e, pour faire un petit break, en dépit de l'énorme résistance et du mental des Français. Le 15 de France affiche de bonnes stats au plaquage, et c'est encore plus criant chez les avants, qui ont plaqué 3 fois plus que les 3 quarts, et avec un pourcentage de réussite plus élevé. Parmi les gros plaqueurs, bravo à Flamand pour son 26 sur 26, et Olivon pour son 21 sur 22. Grosse activité de Jolon également, mais comme en novembre, il y a du déchet. Le jeu au pied est une grande force irlandaise, mais les Bleus ont rivalisé pas loin d'1 heure dans ce secteur. Le premier ping-pong rugby a eu lieu à la 34e, avec 6 jeux au pied et un gain de 15 mètres pour les Français. À la 52e, 8 jeux au pied, 4 de Murray, Lowe et Keenan, et 4 pour le seul Ramos côté français. Statu quo sur cet échange, mais l'arrière français y a laissé de l'énergie. 2 minutes plus tard, il est dominé par Lowe, et les Bleus perdent 25 mètres après 4 jeux au pied. Dans le fond de terrain français, chacun fera son erreur. À la 56e, Dumortier suranticipe inutilement sa montée pour couvrir l'extérieur et laisse une belle zone inoccupée pour le 50-22 de Keenan. À la 62e, c'est Jalibert qui couvre mal et le 21 irlandais fait gagner 30 mètres à son équipe. À la 66e, bon jeu au pied de pression des Irlandais et 37 mètres de gagné. Enfin, à la 68e, le pied de Burn surprend Dumortier pour un gain terrain de 30 mètres. En moins d'un quart d'heure, les Irlandais ont remporté 5 duels au pied, ce qui a pesé un peu plus sur le physique tricolore. Cette domination au pied en seconde période, le surjeu français et les ballons perdus en première, voilà les 2 raisons de l'écrasante victoire irlandaise en termes d'occupation. Et on retrouve cela aussi dans la possession dans les 22 mètres adverses. Les Irlandais sont restés 10 fois plus longtemps dans cette zone que leurs adversaires, contraignant les Bleus à défendre et à s'épuiser. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu si elle vous a plu, c'est très important pour la chaîne. La semaine prochaine on reprend son souffle, j'en ai besoin autant que le 15 de France, et on se retrouve pour débriefer France-Écosse. Crucial si on veut encore gagner le tournoi, ou au moins accrocher la 2e place. À bientôt!